Ainsi s'achève ce film, mais dans la réalité, il y a d'autres portes de sortie que la mort. Il y a la thérapie. Encore faut-il en trouver le chemin. Voici donc encore une fois notre numéro de téléphone. Je crois que au cours de la première demi-heure, tout ne s'est pas très bien passé. Par contre, je pense que par courrier électronique, vous avez pu nous joindre. Tout sera enregistré, mis en mémoire et à un moment ou un autre, vous aurez une réponse. Vous venez de voir Outrage. C'est un film dont on se dit, ou du moins dont je me dis, ce n'est pas possible. Mais si, hélas, c'est possible et plus souvent qu'on le croit. D'après ce que j'ai lu, on peut considérer que dans toute école maternelle, dans toute classe, dans tout voisinage, il y a des enfants victimes de sévices. Et nous détournons le regard, nous tous, même les mères de famille. Michaela Huber, vous êtes psychothérapeute et vous êtes spécialisée depuis longtemps en traumatologie. En d'autres termes, vous soignez les conséquences des traumatismes dus à des violences sexuelles. Est-ce que le suicide est courant dans ce cas de figure? Oui, tout à fait. C'est effectivement une des issues possibles. Et le film que nous avons vu est vraiment terrible, je trouve. Bon, et nous voyons effectivement la solution que choisit cette jeune fille. Cette solution, c'est un vrai Waterloo. Bon, c'est effectivement ce qu'il faut éviter, c'est bien évident. Et bon, il faut savoir effectivement que chaque jour en Allemagne, 2-3 jeunes se suicident. Vous avez dit qu'en général, les enfants sont encore plus blessés par l'attitude de leur mère que parce que leurs pères leur font. Est-ce que, d'après vous, on aurait pu sauver Bérénice? Est-ce qu'elle aurait pu surmonter ces sévices si sa mère l'avait défendue? La violence des pères, enfin des auteurs de ces sévices, qui sont la plupart du temps des hommes, sont effectivement des actes très graves. Ceci dit, bon, il est bien évident que tout cela est particulièrement horrible et effectivement, il faut se demander quelle a été la réaction des mères. Et effectivement, moi, je suis toujours bouleversée de voir que les mères ne veulent rien voir. Elles ferment les yeux et souvent, d'ailleurs, les mères sont concernées tout autant. Bon, vous avez effectivement des mères qui sont totalement aveugles devant la réalité, qui ne voient pas que leurs enfants sont vraiment victimes des pires violences. Elles ne regardent pas, elles ferment les yeux et des fois d'ailleurs elles... Peut-être que c'est parce qu'elles-mêmes ont subi cela dans leur jeunesse. Oui, c'est une explication possible. Souvent, effectivement, elles ont été victimes elles-mêmes. Monsieur le professeur Onno van der Hart, vous êtes hollandais, vous travaillez depuis des décennies sur la recherche en traumatologie. Cela paraît vraiment incroyable. Est-ce que vraiment une mère peut ne rien voir? Est-ce qu'il est possible que personne ne voit rien, n'entende rien, ne fasse rien? D'où viennent ces mécanismes d'autoprotection très forts que nous avons tous? Il ne faut pas parler que des mères. Dans ce genre d'histoire, il y a également les frères, les sœurs, et puis il y a également d'autres auteurs de ces abus sexuels, les voisins par exemple. Et bien souvent, on a l'impression que les enfants devraient pouvoir vivre dans un monde absolument sûr, où rien ne pourrait se produire d'adverse, et pourtant ces choses existent. Mais il y a cette volonté d'aveuglement de ne pas remarquer les choses épouvantables qui existent parce que l'on s'imagine qu'on vit dans un monde utopique. Donc les parents ne veulent pas voir parce que cela met en cause leur propre sens de la sécurité. Mais le fait qu'on ne le voit pas, vous l'avez dit une fois dans un de vos livres, dans les années 70, une malade vous avez parlé des sévices qu'elle avait subis et vous-même, vous n'avez pas voulu l'entendre. Est-ce que le fait qu'on ne veuille pas voir, c'est pas le reflet de notre société? Il faut voir que dans les années 70, il y a une malade qui m'a dit qu'elle avait été victime de sévices de son oncle. Et ma propre réaction a été de dire « oh là là ». C'est-à-dire que je ne savais pas comment réagir en fait. Je ne savais pas comment gérer cette situation, ce qu'elle impliquait. Mais cette ignorance
qui était la nôtre dans toute la profession, et je crois qu'il y a un certain nombre de professionnels qui sont encore ignorants. Cette ignorance ne devrait plus être là parce que nous en connaissons beaucoup trop sur les conséquences de ces abus sexuels sur les enfants. Nous savons que cela arrive à 15 à 20% des filles qui auront d'une façon ou d'une autre été victimes de ce genre d'abus. Nous connaissons ces situations, et alors ma réaction de l'époque, dont je me sens très honteux aujourd'hui, c'est que bon, nous ne savions pas, mais il ne fallait pas réagir comme ça. Maintenant, les médecins, mais les enseignants doivent pouvoir réagir, et c'est un devoir de société. Mais vous dites qu'aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde peut réagir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'entre nous ne réagissent pas correctement. Jean-Michel Darbournos, vous êtes psychiatre à Tours. Vous avez travaillé en hôpital aussi, en psychopathologie, et vous intéressez aux conséquences à long terme de ces maladies. Donc, je crois que l'insoutenable vérité, c'est que la loi du silence imposée par les violences est confortée par les tabous de la société. En somme, la société dit je ne veux rien entendre et toi, tu ne dois rien dire. Comment peut-on rompre cette loi du silence? Est-ce qu'il y a des signaux que la société pourrait percevoir et auxquels elle pourrait réagir? Oui, effectivement, la question des abus sexuels et de l'issue du suicide qui est tout à fait dramatique. Peut-être les parents sont aveugles devant cette situation, mais peut-être aussi d'autres personnes dans l'entourage sont aveugles. Et c'est quand même assez surprenant dans la mesure où on sait, et en France par exemple, les études de Marie Choquet l'ont bien montré, que ces suicides de victimes d'agressions sexuelles sont extrêmement fréquentes. Marie Choquet a montré dans ses études que parmi les adolescents victimes d'agressions sexuelles, 1 sur 3 faisait une tentative de suicide, et plus de la moitié avait encore aujourd'hui des idées suicidaires, ce que l'on sait très bien être des facteurs de risque forts de suicide accompli ultérieur. Donc c'est vraiment des questions qui sont tout à fait graves, et on s'aperçoit que ces tentatives de suicide surviennent de manière assez particulière par rapport à d'autres tentatives de suicide dans d'autres cadres. Elles surviennent au moment où il y a des souvenirs envahissants des scènes traumatiques qui reviennent, et des flashbacks, des choses de cet ordre-là. Donc, en connaissant ces signes-là, oui. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a vraiment des signaux auxquels la société peut vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose, qu'il faut faire attention? Est-ce qu'il y a des petits signes qui permettent de se dire là, il se passe quelque chose? Par exemple, en France, il y a eu cette directrice d'école qui livrait des enfants à son mari. Les enfants savaient, mais personne n'a écouté. Non, c'est tout à fait important effectivement d'avoir des signaux simples, pour lesquels il n'y a pas besoin d'être médecin ou psychiatre. Et effectivement, les études qu'on a pu mener permettent d'en trouver un certain nombre qui sont simples, qui sont des signaux d'alerte. Il y a particulièrement les tentatives de suicide, mais il y a aussi les fugues, il y a aussi des accès de violence. Sur le plan, je dirais, plus psychologique, quand on voit un adolescent qui a des idées suicidaires, ou qu'il a des plaintes somatiques inexpliquées, nausées, vertiges, qu'il a des troubles du sommeil avec des cauchemars, avec des réveils nocturnes au milieu de la nuit, et quand ces signes se cumulent les uns avec les autres, alors là on arrive à un niveau d'alerte où la personne de l'entourage peut poser la question à l'adolescent sur un éventuel traumatisme sexuel. J'ai lu un exemple intéressant récemment. Très souvent, les enfants disent « je ne veux plus jouer avec mon grand-père » et dans ce cas, les parents disent « mais enfin, il est adorable ton grand-père, pourquoi tu ne veux plus jouer avec lui ?» Ils ne posent pas la question de savoir pourquoi ils ne veulent plus jouer avec lui. Et ce pourrait que ça soit pour une raison tout à fait véniale, mais il peut y avoir d'autres raisons. Et maintenant, nous allons écouter une interview de Madame Ségolène Royal, ministre de la Famille et de la Santé. Je crois que ce qu'elle dit sera tout à fait important. Je pense qu'il y a d'abord un effet révélateur, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de mettre à jour un certain nombre de choses qui étaient cachées. C'était caché dans l'éducation nationale, où on mettait discrètement les personnes concernées en ignorant la souffrance des enfants. C'était caché dans les structures d'accueil de l'enfant, c'était caché dans les clubs sportifs,
au motif que les adultes se dévouent au coup et qu'il y a des dérapages et que finalement on ignorait complètement ou on fait ignorer les souffrances terribles qui étaient endurées, voire les suicides d'enfants et d'adolescents. Le bizutage aussi, qui est une forme de maltraitance et de violence, était complètement caché. Donc je crois qu'il a fallu du courage, parce que ça n'a pas été facile, pour mettre à jour tous ces faits qui ne sont pas agréables à regarder en face. Et en même temps, je crois aussi qu'on est une société où il y a beaucoup moins de tabous, donc il y a peut-être de nouvelles formes de violence qui n'existaient pas autrefois, et qui, elles, méritent d'être surveillées de près. Je pense en particulier à l'agressivité sexuelle entre adolescents, par exemple. Donc ça, ce sont des éléments contre lesquels nous combattons. Ulla Fröhling, vous êtes journaliste, une journaliste qui n'hésite pas à aborder des sujets difficiles, en particulier le thème des sévices sexuels. Vous avez écouté la ministre, on a l'impression que tout ça c'est du passé et que maintenant on va pouvoir parler à livre ouvert de tout cela, mais je crois que vous avez une expérience différente. Absolument. Évidemment, on a un certain espoir lorsqu'on entend la ministre, le message politique est important. Mais j'ai connu, moi, beaucoup de situations de rejet. C'est encore un sujet tabou. On ne veut pas entendre, on ne veut pas voir et on ne veut rien dire. Et on ne veut pas non plus que d'autres en parlent. C'est très impressionnant. On l'a déjà dit, c'est très impressionnant de voir comment les gens fuient quand on aborde ce sujet. On parle de violence sexuelle. Et très souvent, lorsqu'on essaye d'en parler, les gens changent de sujet. C'est vraiment très curieux à observer. À mon avis, il y a deux raisons principales. Tout d'abord, on n'imagine pas ce que c'est que l'ampleur de cette violence. On ne veut pas s'en rendre compte. Et même les personnes directement touchées essayent de s'en distancier. Et puis, il y a une autre raison très importante à laquelle je me suis beaucoup intéressée parce que ça m'a touchée personnellement. On est confronté à un sujet tabou et l'inceste, c'est vraiment le tabou numéro 1 dans notre société. Quand on essaye de l'aborder par la conversation, eh bien, le coupable a brisé un tabou, mais l'enfant qui en parle, lui aussi, brise le tabou. On n'a pas le droit d'en parler. Et donc, il est rejeté en marge de la société, comme les intouchables. Et tous ceux qui en parlent, les journalistes, les médecins, c'est pareil. C'est-à-dire que vous, en tant que journaliste, vous êtes un petit peu marginalisé parce que vous parlez d'un sujet dont les gens ne veulent pas entendre parler. Oui. En tant que journaliste, pendant 20 ans, j'ai fait des recherches extrêmement approfondies sur ce sujet. Oui, très brièvement, je voudrais revenir sur deux concepts. Parce qu'en allemand, on utilise souvent un certain vocabulaire pour désigner ce problème, mais on n'aime pas parler d'abuser d'un enfant parce que c'est un terme. La notion de sévice sexuel, de violence sexuelle est en fait un terme qui vient des juristes, qui eux se placent du côté de la victime. La notion d'abus maintenant, l'abus, la mauvaise utilisation de quelque chose, bon, ça porte sur un objet, ça peut arriver avec n'importe quoi, mais quand on parle d'un être humain, je crois qu'il faut voir la notion d'un point de vue un peu différent. On n'utilise pas des enfants comme des objets. Là, on est en présence de violences sexuelles. Moi, je ne parlerai pas d'abus, mais plutôt de violence, de torture. Et quand on parle de victimes, on donne toujours l'impression que ce sont des personnes livrées à leur bourreau sans défense. C'est une violence sexuelle qui se perpétue, qui existe toujours. Dans le film, Madame Huber, l'enfant se sent responsable de toute la catastrophe subie par la famille. Alors ça, moi, ça me paraît être un thème très important. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux enfants qu'en fait, ils ne sont pas responsables et que ce sont leurs bourreaux qui sont responsables?
C'est effectivement très important et je pense que ce sont les adultes responsables de l'éducation de ces enfants qui devraient le faire comprendre. Et c'est la raison pour laquelle il faut sensibiliser justement ces personnes, les parents, les enseignants, les éducateurs. Et je pense qu'il faut les former. Bon, je pense effectivement qu'il faut faire très attention à tout ce que dit l'enfant pour reconnaître plutôt que de le faire taire. Cela signifie donc que quand les hommes disent par exemple oh, c'est une petite allumeuse, elle ne demandait pas mieux, c'est une petite pute, elle m'a cherché, est-ce que ça veut dire qu'ils refusent leurs responsabilités? Est-ce qu'il faut leur apprendre à être responsables de leurs actes? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris toute votre question. Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse dire aux enfants, vous n'êtes pas responsables. Oui, ça c'est ce qu'il faut vraiment dire. Ça c'est ce que les enfants doivent entendre de leurs parents, de leurs enseignants. Et si on ne leur dit pas clairement, eh bien les enfants se sentiront coupables, ils porteront la responsabilité de la chose. C'est ça leur faiblesse. Hein. Ils portent sur leurs épaules la responsabilité des adultes. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de ce débat. Tout à l'heure, nous aurons un peu plus de temps. Je crois que malheureusement, ce premier débat est terminé. Je vous dis, restez là. Nous aurons l'occasion de reprendre la discussion. Mardi. J'ai besoin d'aide. Pourquoi n'irais-je pas en chercher? C'est ce que dit Jule, c'est la dernière phrase du film. Madame Huber, est-ce que ce n'est pas déjà un pas essentiel vers la guérison de l'âme, vers une nouvelle vie? Oui, bien sûr, c'est énorme. Et Jule, d'ailleurs, de toute façon, a déjà beaucoup fait. Elle a déjà essayé de régler son problème. Et maintenant, elle essaye encore de faire une nouvelle thérapie, c'est très bien. Alors, effectivement, constater je n'en peux plus, j'ai besoin d'aide, mais c'est tout à fait capital. Jusqu'à présent, personne n'a pu m'aider. Je pense effectivement qu'il faut agir soi-même. Être désespéré, être furieux, ce n'est pas suffisant. Et je pense effectivement que constater un jour, il faut faire quelque chose, et c'est très bien. Et certains d'ailleurs se lancent dans une longue thérapie de 5 ans, de 8 ans, et c'est vraiment important. Et j'ai entendu quelque chose d'autre, c'est aussi pourquoi est-ce que je n'irai pas chercher de l'aide? Parce que finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça, je mérite d'être aidée. Oui, cela aussi, c'est un aspect important. Effectivement, constater je ne suis pas mauvaise, je mérite que l'on m'aide, c'est très bien. Bon, c'est effectivement une façon déjà d'être un peu plus heureuse. C'est effectivement très important de prendre le droit de se soigner. Monsieur Van der Hart, Jule dans le film a 36 ans. Ses traumatismes sont anciens. Et pourtant, elle ne va toujours pas bien. Nous avons dit que peut-être elle faisait un premier pas vers une vie nouvelle, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'être traumatisé? Eh bien, cela signifie qu'une personne, en tant qu'enfant ou même déjà adulte, a été complètement bouleversée par un mélange d'angoisse, de terreur, de douleur, plus des sentiments de culpabilité ou de honte, à telle enseigne que ces sentiments deviennent insupportables, ingérables. On ne peut pas y mettre et trouver une place. Alors c'est un petit peu comme si l'on voulait reconstituer les choses, comme si ce cauchemar n'avait pas existé. On se met dans un état de transe, de somnolence, et on met tous ces souvenirs en sommeil. Et puis tout d'un coup, 30, 40 ans plus tard, ce traumatisme se réveille par un facteur déclenchant. Et c'est un peu comme si on remontait dans le temps. C'est-à-dire que le patient n'a pas l'impression de revenir en arrière, c'est comme si ça devenait présent. C'est comme si le passé redevenait présent. Et qu'est-ce qui fait que les conséquences d'un traumatisme deviennent chroniques? Pourquoi le traumatisme devient-il chronique? C'est-à-dire que c'est très variable selon les gens. Il y a des gens qui, heureusement pour eux, après quelques semaines, après un traumatisme, pourront en récupérer de ce traumatisme, et puis d'autres
seront plus chronicisés dans ces difficultés psychologiques. C'est très variable selon les gens et les médecins parfois se perdent en conjecture pour savoir qu'est-ce qui fait que chez quelqu'un des traumatismes perdurent dans les symptômes et pourquoi d'autres s'amendent. Il y a des recherches qui sont faites sur ces points, des médecins qui font des recherches pour savoir pourquoi la reviviscence, le souvenir des scènes traumatiques persiste très longtemps chez certains. Et des fois, on voit des choses qui se produisent juste après le traumatisme, qui d'une certaine façon, permettent de prédire un petit peu si ce traumatisme va perdurer. Parfois, on voit des situations où, d'emblée, il y a une très grande mauvaise estime de soi-même, des sentiments de vide extrêmement prégnants, des errances dans des états seconds. Tous ces éléments sont souvent prédictifs d'un très mauvais devenir et d'une chronicisation des syndromes psychotraumatiques. On voit aussi, d'autres fois, des dépressions qui s'installent précocement et qui perdurent, des peurs du monde, de la foule qui s'installent précocement aussi et qui perdurent, des dissociations, comme nous disons, c'est-à-dire des sentiments d'irréalité de ce qu'on est en train de vivre ou des amnésies ou des fugues dans des états seconds qui, là aussi, sont de mauvais pronostics pour la chronicisation des troubles. Über die Dissoziation werden wir gleich noch länger reden, aber ich habe Nous reparlerons de tout cela plus tard, mais si je vous ai bien suivi, je crois comprendre qu'en fait, dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, on voit que la plupart des patientes hospitalisées ont été violées dans leur enfance. Alors, c'est vrai que quand on voit quand on étudie, enfin, quand on interroge les patientes et les patients qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, en général, on considère que le quart des femmes hospitalisées dans les hôpitaux psychiatriques, et probablement la moitié de ce nombre chez les hommes, ont vécu dans leur vie un traumatisme sexuel majeur, à savoir un viol. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que toutes leurs difficultés psychologiques sont dues au viol. Il peut y avoir une vulnérabilité de la personne du fait qu'elle est malade qui la rend plus vulnérable pour être agressée. Mais c'est quand même un nombre extrêmement important puisque en France, par exemple, on estime que, c'est une enquête qui avait été faite par des autorités scientifiques, qu'à peu près 7% des femmes de la population générale ont vécu des relations sexuelles sous la contrainte. Vous voyez, 25% chez les patients psychiatriques, 7% dans la population générale, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et donc c'est un problème en soi, parce que même si ce n'est pas la cause de tous leurs troubles psychiatriques, ça aggrave toujours leur maladie. Ja, und überhaupt sozusagen das als Grund mit Et anzunehmen. puis, Madame Fröhling, c'est donc une raison supplémentaire, mais il y a aussi des gens qui disent, ou je vais commencer autrement, il y a des gens qui disent qu'il est bien que l'on détecte le problème le plus vite possible parce que comme ça, il n'y aura pas de mémorisation et ainsi les enfants n'auront pas de traumatisme. Et je crois que c'est faux. Oui, je souhaite intervenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez dit 50% des hommes dans les hôpitaux psychiatriques ont été victimes d'abus sexuels dans leur jeunesse. C'est vraiment ça? Non, j'ai dit que le quart des femmes hospitalisées dans les services de psychiatrie avaient vécu un traumatisme sexuel majeur, à savoir un viol. Et probablement la moitié de ce chiffre, soit donc 12,5% chez les hommes. Merci. Oui, alors vous parliez du souvenir, du traumatisme. Beaucoup de gens pensent que lorsque les sévices sexuels se déroulent très tôt dans la vie de l'enfant, ils vont oublier. Beaucoup de leurs bourreaux, d'ailleurs, pensent cela. Eh bien, cela me rappelle le procès Osterwald qui a eu lieu en 98 en Suisse. Osterwald a été condamné à 18 ans de prison avec sursis parce qu'il avait torturé des enfants à partir de l'âge de 10 mois. Il y avait des bandes vidéo dont disposait le tribunal, donc tout était absolument clair.
Il avait torturé des enfants des façons les plus diverses. Et ce dont il s'agissait, c'était de torture. Moi, j'insiste sur ce point. Ce n'est pas de la sexualité, ce genre de violence, d'abus. Il y avait en plus l'utilisation d'électrochocs, la torture par l'eau, l'étouffement, etc. À mon avis, il y a deux choses très importantes ici. Le soir, lorsque ce monsieur Osterwald rendait à leur mère les enfants dont il avait la charge, ils étaient lavés, ils étaient changés et les mères ne s'apercevaient de rien. Ils étaient simplement fatigués, les enfants. Donc c'est possible que les mères ne voient rien. Deuxième chose, à côté de moi, au moment du procès, il y avait une journaliste suisse qui a dit « Ah, c'est une bonne chose que les enfants aient été aussi petits, au moins ils n'en garderont pas de souvenir. » Mais ce n'est pas vrai. Ils en garderont le souvenir. Alors, ils ne pourront peut-être pas en parler, mais ils vont garder cela quelque part en mémoire. Peut-être que leur entourage ne s'en apercevra pas. Bon, peut-être que ça va être des enfants difficiles et donc ils vont être punis une deuxième fois parce qu'ils auront un comportement difficile. Mais ils vont garder ça en eux. Et ce que je trouve très grave, c'est qu'après ces premières violences, ils ne sont pas soutenus par la société. On les punit une deuxième fois. Et c'est très rare qu'on les aide. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut dire que le corps a une mémoire physique de la souffrance? On dit quelquefois que c'est le corps qui suit finalement, qui suit les comptes de ce qui se passe. Et il faut une longue évolution pour arriver au stade psychologique où l'on peut, en quelque sorte, faire le bilan de son passé, de son vécu. Mais il faut voir que les enfants qui sont passés par des traumatismes se rappellent à travers leur corps. Il y a donc la mémoire du corps qui permet au traumatisme de se perpétuer en quelque sorte dans l'histoire de l'individu. Et quand vous avez un bébé qui a été violé, on peut arriver à cette situation où emmené d'urgence à l'hôpital, même si le bébé ne peut pas parler, eh bien, on peut voir que quelque chose s'est produit. Vous dites, le bébé était trop jeune, il ne peut pas se rappeler, alors qu'un adulte peut mieux s'en souvenir. En fait, ce qui se passe chez un enfant, c'est que son cerveau est moins développé et donc moins à même de gérer le traumatisme. D'abord parce qu'il n'y a pas de mots pour le gérer. Et alors, comment est-ce que ces souvenirs, cette mémoire du corps peut ressortir et affleurer dans la conscience? Mais la mémoire du corps, elle se manifeste à travers le corps. Et c'est ce que nous constatons même chez les adultes. Bon, au départ, les gens ne verbalisent pas leur trauma. Mais par exemple, ils ont mal au ventre, ils ont été opérés X fois. Ces personnes se réveillent la nuit, ont des cauchemars, ont pratiquement des hallucinations, des images qui se succèdent très très rapidement et ces gens se disent mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en train de devenir fou? Donc nous savons maintenant, entre-temps, que le souvenir du traumatisme, il est éclaté dans la personne. Et dans la mesure où le traumatisme était vraiment insupportable, il n'a pas été mémorisé en bloc. Il se manifeste par la peur, par des dépressions, par des douleurs, par des cauchemars, par de l'insomnie. Bref, voilà les symptômes par lesquels il se manifeste sans que la personne concernée ne sache ce qui lui arrive. Il va chez le médecin, il va chez le psychologue, fait un certain nombre de traitements, ne comprend pas ce qui lui arrive. Et puis, un beau jour, on finit par comprendre ce qui s'est passé. Peut-être d'ailleurs que les représentations deviennent plus claires, peut-être que tout cela devient plus concret et que la personne concernée se rend compte de ce qui lui est arrivé. Donc, selon les études, un quart, voire la moitié des victimes se rappellent très bien finalement de ce qui leur est arrivé, alors que les autres ont un souvenir très diffus. Entschuldigung. Oder Frühling, ja. Oui.
À propos des enfants, apparemment, des traumatismes aussi précoces influencent le développement du cerveau, qui est en cours justement de développement. Donc ces traumatismes ont une influence, provoquent un trouble au moment de cette période de développement. Parce qu'il y a un stress qu'il faut gérer et donc ça joue sur le développement. Alors, au point de vue neurologique, qu'est-ce qui se passe? J'ai lu un certain nombre de choses là-dessus. Bon, j'avais aucune information. J'ai compris qu'il y avait deux formes de mémoire différentes. Il y a l'hippocampe, ça je connaissais, et puis il y a l'amygdale aussi, je viens de découvrir. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux types de mémoire du cerveau? Bon, on peut dire, ce qui a pu être conceptualisé par des chercheurs ailleurs, qu'il y avait effectivement deux types de mémoire qui pouvaient être impliqués dans les traumatismes. La mémoire dite explicite, qui est au fond la mémoire au sens de ce dont on se souvient comme une histoire, et puis des choses qui sont imprimées un peu d'une autre manière, de manière un peu plus sensorielle et plus automatique, qui portent un autre nom implicite, et où on peut ressentir des choses élémentaires auxquelles peuvent se référer par exemple les images que les victimes voient dans leur réminiscence, qui sont des choses extrêmement élémentaires et pas du tout des choses élaborées comme une histoire. C'est-à-dire que donc ces souvenirs sont rappelés par des images, par un événement, une odeur, quelque chose qui survient, et puis là, il se passe quelque chose. Je suis psychologue, pas neurologue, je ne m'y connais pas trop en cerveau, mais enfin, je sais qu'effectivement, l'amygdale, cette partie du cerveau, c'est celle qui peut capter le danger. Et lorsqu'un danger est pressenti, il faut réagir très rapidement. Or, en cas de traumatisme, et lorsqu'on est sensibilisé à ce genre de situations qui sont réminiscentes du danger initial, eh bien, il y a cette réaction presque de réflexe. Or, lorsque l'on n'a pas été traumatisé et qu'on pressent un danger, alors il y a d'autres parties du cerveau qui interviennent pour dire « ceci n'est pas si dangereux que ça n'est qu'un bâton, ça n'est pas un serpent, ou que sais-je. » Autrement dit, il y a d'autres façons de se rassurer. Maintenant, lorsque l'on est victime d'un traumatisme, il y a le système limbique du cerveau qui, lui, prend les commandes en quelque sorte et qui se sent constamment menacé. Et donc là, la partie du cerveau qui pourrait réagir, rassurer, dire ne t'inquiète pas, cette partie-là ne fonctionne plus. Alors, on reviendra sur ce qu'on fait dans une thérapie, mais moi, ce qui m'intéresse, quand vous avez un patient devant vous, par exemple, qui souffre d'insomnie ou d'autres symptômes quelconques, et que vous avez l'intuition qu'il y a derrière ça des sévices sexuels, est-ce que vous allez l'amener à ça ou est-ce que vous le laissez dérouler sa propre histoire? Je le laisserai plutôt aller sur son chemin. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de thérapeutes qui ne se sont pas spécialisés dans ces disciplines et qui se disent, ma foi, il s'agit là peut-être d'abus sexuels ou quelque chose qui ressemble. Donc, mettons tout sur la table, exprimons les émotions, etc. Moi, j'ai constaté que les malades qui ont subi ce genre de traumatisme trouvent leur état s'empirer. Alors, quelle que soit en fait l'origine du mal, qu'il s'agisse d'un traumatisme sexuel ou d'un autre, quel que soit le problème, je crois que par rapport à quelqu'un qui souffre, il faut l'aider à mieux se sentir dans sa peau, à être mieux dans sa vie. Et là, je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'aider quelqu'un pas à pas à retrouver une vie normale et de faire face à ces fantômes, à ces traumatismes. Une fois qu'on y fait face, on peut les intégrer dans son langage. Nous n'en sommes pas encore là. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure. Je crois que c'est l'objectif final de la thérapie. Nous allons y revenir dans un moment. Mais est-ce que vous croyez que vraiment c'est toujours mieux d'essayer de savoir ce qui s'est passé pour le patient ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux de temps en temps se dire que le refoulement est une protection? Mais vous savez, notre psychisme
réagit très bien. Nous pouvons prendre des drogues, nous pouvons boire de l'alcool, nous pouvons aller consulter un médecin, nous faire opérer. Nous avons le choix. Nous pouvons nous lancer dans la réflexion intellectuelle, ce qui fait que nous n'avons plus vraiment à nous abaisser dans les méandres de la réalité. Vous voyez, nous avons un grand éventail de possibilités. Et même en face de votre dossier, il peut arriver que vous disiez « Ah bon, ça c'est moi » et vous n'avez pas envie de reconnaître votre traumatisme. Alors ce que nous faisons, nous regardons comment se présente le patient devant nous, comment il réagit, quels sont ses mécanismes d'autodéfense. Nous posons un certain nombre de questions, nous demandons en particulier qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous êtes venu. Et lorsque quelqu'un est vraiment très fragile, très instable et nous dit ce que je veux, c'est régler la question de mon traumatisme, nous n'allons pas commencer par cela, nous allons commencer par un autre travail et petit à petit nous allons progresser vers le problème. Nous allons d'abord essayer de stabiliser la personne. Oui, sinon il y aura un nouveau traumatisme parce que je crois que vous m'avez dit que les patients souvent ont l'impression de ne pas être en sécurité chez le psychiatre et il faut peut-être pas aborder le sujet principal trop vite. Oui, c'est vrai, cela existe. Bon, je forme des thérapeutes, des psychologues et je constate effectivement que lorsque les collègues précipitent les choses et veulent tout mettre à découvert, eh bien souvent, effectivement, cela ne fait que susciter une réaction de rejet, des flashbacks et les gens vous disent mais tout cela me fout en l'air, cette thérapie ne me fait pas de bien. Et donc, c'est un problème. Je crois que vous avez travaillé longtemps avec une patiente qui a été d'abord victime et qui ensuite est devenue bourreau. Vous avez écrit un livre sur cette femme. Est-ce que vous pensez que pour sortir de ce cercle vicieux, il faut arriver à une prise de conscience? Je connais beaucoup de femmes qui sont dans ce cas de figure, mais moi je ne dirais pas que c'est quelque chose forcément d'automatique. Elles se battent, elles essayent de sortir de ce cercle. Moi, je crois qu'il y a un risque à ne pas connaître sa propre histoire. C'est un facteur. Lorsque on a vécu une certaine violence et qu'on n'a pas digéré tout cela, ensuite, quand on a affaire à un enfant, parfois on ne sait pas comment s'y prendre. C'est ce qui arrive à ces femmes. Il leur faut du temps. Beaucoup de ces femmes n'arrivent pas à se représenter le déroulement des choses. Dans le cas du procès Osterwald, on a abordé cet aspect des choses. Bon, on n'a pas approfondi. Je pense que le coupable était quelqu'un de profondément traumatisé. Si je ne maîtrise pas mon comportement, si je ne maîtrise pas ce que je fais en permanence, eh bien, ça risque d'avoir des conséquences à plus long terme. Est-ce que c'est pire quand la violence est subie dans la famille que quand elle vient de l'extérieur? Alors, cette question, bon, d'abord, toute agression sexuelle peut être extrêmement traumatique, quand bien même elle survient en dehors de la famille et qu'elle survient une seule fois. Un viol qui survient une seule fois peut être extrêmement traumatique et ce pendant des dizaines d'années. Mais il est vrai que les viols ou les agressions sexuelles qui surviennent à l'intérieur de la famille se révèlent plus traumatiques, je dirais, pour deux raisons.
D'une part parce qu'elles sont plus souvent répétées et prolongées sur une longue période, ce qui en fait donc un traumatisme répété sur une longue période, ce qui a ses propres conséquences. Et puis d'autre part, du fait de la relation particulière à l'agresseur, puisque l'agresseur est une personne qui est supposée protéger l'enfant, et qu'en fait, elle se trouve en position d'agresseur, ce qui rend la situation absolument vide de sens pour l'enfant ou l'adolescent, et qui perturbe ensuite tous les systèmes de signification qu'il peut y avoir sur le monde. Ce qui fait que la situation de traumatisme prolongé intrafamilial est toujours plus traumatique, à quelque niveau qu'on se place, même si on se place au niveau de la reviviscence des scènes traumatiques, elles sont souvent plus fréquentes. Au niveau des autres éléments, des peurs que l'enfant ou l'adolescent peut avoir, ou les sentiments d'irréalité par rapport au monde. C'est aussi beaucoup plus important, et y compris sur le développement psychique de l'enfant, puisque ce sont des sujets qui sont en développement. Il peut y avoir des véritables troubles de l'attachement, et puis qui se cristallisent même en difficulté de personnalité, souvent de longue durée, avec une mauvaise estime de soi qui devient quasiment un trait de personnalité, une honte, une culpabilité, un sentiment de vide et de dévitalisation permanent. Donc ces traits sont beaucoup plus marqués dans les traumatismes intrafamiliaux. Oui, je confirme. Bon, la violence intrafamiliale, effectivement, est quelque chose de très déstabilisant pour un enfant. Et lorsque l'enfant quitte le nid familial, il est vraiment complètement perdu. Bon, l'enfant, le petit de l'homme, il est là pour être élevé dans un nid. Il ne peut pas se débrouiller tout seul après sa naissance. Il lui faut vraiment pendant 15 ans rester chez lui, être élevé par ses parents. Et alors les parents qui effectivement, au lieu de cela, détruisent leur enfant, mais il est bien évident qu'ils les traumatisent pour le restant de leur jour. Cela ne fait aucun doute. Et et ces enfants deviennent profondément méfiants vis-à-vis d'eux-mêmes parce que ce sont des enfants qui ne font confiance à personne. Une fois que la confiance a été déçue au départ, vous ne pouvez plus ensuite faire comprendre à qui que ce soit. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que ces thérapies soient vraiment des thérapies très longues. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, cela signifie que lorsqu'une personne a ce genre d'historique de trahison vécue, et qui doit ensuite se retrouver dans un entourage qui s'occupe d'elle, en situation de thérapie, on peut quand même faire comprendre au patient ou à la patiente qu'elle peut faire confiance à son thérapeute. Et dans ce cas, il y aura une relation de confiance peut-être même exagérée envers le thérapeute. Alors, il ne s'agit pas non plus en quelque sorte de se prêter victime à nouveau au thérapeute, mais il faut créer en quelque sorte une relation de confiance au travail. Et arriver à cette relation de confiance, c'est déjà un résultat. Revenons à la famille. Est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que les enfants qui ont besoin d'être aimés et qui reçoivent pas assez d'amour et d'attention à la maison, est-ce que ces enfants ne vont pas être particulièrement fragiles et victimes de ces tendresses mal placées? Oui, tout à fait. Je crois que dans bien des cas d'abus sexuels, il y a le phénomène de négligence émotionnelle qui vient se greffer dessus. J'ai entendu des tas d'histoires d'agresseurs qui suivaient, par exemple, une classe d'écoliers ou d'écolières et a visé plus particulièrement la petite écolière, la petite fille qui rentre toute seule, qui n'a pas d'amis. Il vient vers elle en disant « Tu n'as pas d'amis, eh bien moi, tu peux me faire confiance, je serai ton ami, etc. » Donc il y a ce côté très sournois de séduction qui commence envers la victime, et effectivement, peu à peu, l'enfant est convaincu qu'elle est responsable alors que tout était tramé de toutes pièces. C'est bien souvent ce qui se produit.
On retrouve toujours ce reproche formulé aussi par l'actrice tout à l'heure dans le documentaire où on dit à l'enfant mais pourquoi tu t'es pas défendu, pourquoi tu n'as pas refusé? Et il y a en fait cette dépendance affective de l'enfant et puis comment un enfant peut-il se défendre? Plusieurs personnes pourraient répondre à cette question. Par rapport au danger ou à la menace, nous avons tous des réactions innées. La première réaction, c'est celle de fuite, hein, c'est de fuir devant le danger, de disparaître. Et puis, il y a l'autre réaction qui est de tétanisation. On est paralysé de peur. Si ni la peur ni la fuite ne l'emportent, alors c'est la soumission complète. Alors, comment un enfant peut-il faire face à des dangers avec d'autres moyens, hein, surtout par exemple lorsqu'il se trouve menacé par son propre père à la maison? Là, ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a une forme de soumission totale comme moyen de protection ou de survie. On ne va pas demander à un enfant de se défendre comme un adulte. Bien souvent, ils ne peuvent pas se défendre, les enfants. Hein, lorsque l'on s'est fait attaquer, on ne sait pas comment réagir devant ce genre de situation. Il ne s'agit quand même pas de faire le reproche à la victime. Oui, ça va même plus loin d'ailleurs. Bon, lorsqu'une femme adulte est violée et qu'elle subit des sévices sexuels lorsqu'elle était enfant, ce qu'il faut lui dire, c'est qu'elle a le même âge au moment du viol qu'elle l'avait au moment des sévices. Je m'explique. Souvent, les policiers, les enquêteurs s'étonnent et se disent « Mais pourquoi ne s'est-elle pas défendue ?» C'est une femme adulte, elle s'est fait agresser dans un parking et elle a été complètement paralysée, elle n'a rien fait, elle ne s'est pas défendue, ce n'est pas possible. Or, très souvent, ce sont des femmes qui ont subi des sévices sexuels dans leur enfance et ce sont des femmes donc qui baissent les bras et qui ont l'habitude de se soumettre et de ne pas se défendre. Et ce sont des femmes qui prendront une petite voix fluette, une petite voix de gamine pour dire « mais laisse-moi tranquille, ne me fais rien, ne me viole pas ». Et c'est des femmes qui sont totalement incapables de se défendre et qui ne se rendent pas compte, bien sûr, que tout cela s'explique par leur passé. Et dans un quart des cas, en fait, lorsque nous travaillons sur les séquelles post-traumatiques, eh bien, c'est ce que nous constatons. Il y a eu apparition d'un deuxième traumatisme et c'est là que remontent à la surface toutes ces vieilles histoires. Alors maintenant, on en arrive au problème de la dissociation. Je crois que c'est ce qu'on appelait autrefois le refoulement. Non, non, c'est pas ça. Ah non, pas du tout, cela n'a rien à voir. Le refoulement, c'est quelque chose de conscient, de réfléchi pratiquement, alors que la dissociation, c'est un mécanisme totalement inconscient. Bon, prenons un exemple. Vous êtes victime d'un accident, vous rentrez dans une autre voiture et vous voyez pratiquement les bris de verre qui s'en vont. Vous n'avez pas vous ne ressentez aucune douleur. C'est ça la dissociation. Vous êtes parfaitement calme, vous ne ressentez rien. Vous sortez pratiquement comme en transe le triangle pour alerter les autres conducteurs. Ça, c'est la dissociation. Votre cerveau réagit et votre cerveau vous a protégé contre un trop d'émotions. L'hippocampe, effectivement, cesse de faire son travail de mémorisation. Une autre partie du cerveau prend le relais. C'est ça, la dissociation. C'est une protection, donc, sur le moment. Oui, oui, parfaitement. C'est un mécanisme de protection, tout à fait. Oui, je suis bien d'accord avec vous deux. Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Dans le sens initial de dissociation, il y a une séparation, un éclatement de l'esprit, de la conscience ou de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a une partie du psychisme, disons, qui prend sur elle le traumatisme, alors qu'une autre partie prend du recul par rapport à ce traumatisme. Et même si le traumatisme se maintient, eh bien, disons qu'il y a une partie du psychisme qui y est imperméable, qui n'en a pas conscience et qui peut continuer comme si de rien n'était. Et certaines personnes pensent que ça n'existe pas, mais ça a été vraiment démontré.
Frau Fröhling. Il est important de souligner également que cela ne vaut pas seulement pour la violence sexuelle, ça vaut pour toutes les victimes de traumatisme. Et il y a beaucoup de choses qu'on sait depuis longtemps dans ce domaine. On a des preuves, on a fait des recherches par exemple sur les vétérans de la guerre du Vietnam et même de la Première Guerre mondiale. On a fait des recherches sur tout cela. Dès l'instant où on passe au domaine de la violence sexuelle, en fait, il faut tout remonter, il faut essayer de trouver des preuves, et là, on se heurte à une résistance énorme. Ce sont des victimes de traumatisme. Il ne faut pas l'oublier. C'est la même chose en France. Est-ce qu'il y a vraiment une sorte d'exclusion face à ça? Ou est-ce que dans notre pays, en Allemagne, on parle de l'Holocauste, des conséquences de l'Holocauste? Ça, c'est une nécessité sociale. Mais parler des conséquences des violences sexuelles, ça, c'est tabou. C'est pour ça que c'est si difficile pour les personnes traumatisées. Qu'en est-il en France? En France, par rapport à la question des violences sexuelles, on est dans une situation un petit peu étrange, en ce que nous pensons souvent que cette question vient en discussion depuis relativement peu, alors qu'au fond, je dirais que l'essentiel de cette question était connu depuis un siècle et demi, avec des recherches qui étaient menées effectivement en France. C'est assez étrange parce qu'après, il y a eu toute une espèce d'amnésie collective par rapport à ces faits qui étaient bien connus. J'en prends juste quelques faits historiques. Il y avait un monsieur au XIXe siècle qui s'appelait Tardieu et qui n'était pas un inconnu, qui était professeur de médecine légale à la faculté de médecine de Paris, qui était doyen de la faculté de médecine de Paris, qui était président de l'Académie de médecine. Et ce monsieur, dans les années 1857 ou quelque chose comme ça, il publiait des articles sur les violences sexuelles sur les enfants. Il a écrit un livre sur le sujet qui a été réédité pendant plusieurs décennies. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient connues. Il a eu même un successeur qui s'appelait le professeur Brouardel, qui écrivait aussi sur les viols d'enfants. Et qui un jour, d'ailleurs, je crois, on a rapporté qu'un jour il était dans le service de Charcot, où on présentait, comme on disait, une hystérie dissociative. Et Brouardel avait dit à Charcot, en présence de Freud, même, paraît-il, dans des cas comme celui-là, c'est toujours la sexualité qui est en cause, toujours. Donc il y avait vraiment plein de choses qui étaient connues en France, et tout d'un coup, pendant des décennies, toutes ces choses ont été oubliées, ce qui est assez étrange. Alors bon, maintenant les études reprennent et on commence à approfondir les choses, mais c'est quand même assez étonnant, sans que je puisse donner d'explication à ce fait. Frau Huber, wenn Sie arbeiten Madame Huber, mit Patienten, lorsque vous travaillez avec des haben Sie patientes, haben vorhin doch Patienten gebeten, also Opfer von sexualisierter Gewalt gebeten, vorsichtig zu sein. on a demandé tout à l'heure, vous l'avez vu, aux personnes concernées qui regardaient nos documentaires de se distancer un peu des images. Est-ce que vous avez une méthode à leur apporter pour qu'ils sachent comment se distancer justement de leur passé et des images qui peuvent leur remonter dans le souvenir? Oui, bon, d'une part, il s'agit de stabiliser la personnalité du patient. Il s'agit d'autre part de procéder, d'analyser le traumatisme. Et il faut ensuite faire le pont entre les deux. Alors, vous avez des fragments de mémoire et puis il faut reconstruire le puzzle. Il faut être très vigilant. Il ne faut pas procéder trop vite, faute de quoi il y a un nouveau traumatisme, une retraumatisation dans notre langage. Donc il faut faire très attention, mais je pense que nous avons beaucoup progressé dans tous les pays au cours de ces dernières années. Alors je pense effectivement qu'il faut procéder vraiment de façon progressive par le biais de ce que nous appelons la réorientation. Donc il faut que la personne se sente bien dans sa situation actuelle et à partir de là prenne un fragment de son passé. Vous prenez par exemple une image, alors on dit imaginez par exemple un téléviseur avec le cadre du téléviseur et
est-ce que vous pourriez projeter l'image qui pose problème, qui vous fait souffrir au centre de l'écran? Et puis imaginez que vous avez, que vous pouvez régler votre écran et puis vous projetez petit à petit d'autres images, vous les faites, vous les combinez les unes avec les autres, vous les faites défiler avec la télécommande et puis vous pouvez revenir en arrière, arrêter, etc. Alors on peut arrêter le film, effectivement, lorsque cela devient trop pénible et puis on veut revenir en arrière. Alors on peut enregistrer tout cela sur vidéo, on sort le film vidéo du magnétoscope avec beaucoup de précautions, nous le mettons dans une boîte, tout ça en imagination, bien évidemment. Voilà comment nous procédons. Et alors, le patient sort son film, le met dans une boîte, l'enferme. Bon, c'est une façon, effectivement, de remonter dans le temps, de travailler sur ses propres souvenirs, parce que ces souvenirs sont vraiment violents. Donc, il faut y aller petit à petit, ne prendre qu'un petit morceau. Et petit à petit, on ajoute un autre élément. Une autre fois, on va plus loin. Vous avez travaillé de cette façon au Kosovo? Oui, effectivement, c'est la façon dont j'ai travaillé avec les victimes que j'ai rencontrées au Kosovo, dans un tout autre contexte, bien évidemment, parce que bon, c'était un pays en guerre. Et bon, alors, nous avons effectivement travaillé avec le personnel sur place, avec les médecins, avec les infirmières. Et bon, il est bien évident qu'il fallait d'abord résister soi-même contre l'émotion qui nous bouleversait. Donc, il fallait vraiment apprendre à prendre ses distances pour pouvoir aider ces personnes. Parfois, lorsque les souvenirs reviennent, il est plus facile de travailler avec des images qu'avec la langue. Pour bien des sujets, lorsque les émotions et les sensations corporelles remontent à la surface, eh bien, la thérapeutique par l'art est effectivement une façon de faire ressortir ces souvenirs traumatiques par le moyen donc d'expériences sensorielles à travers justement des méthodes de narration qui peuvent être, je ne sais pas, la peinture ou les histoires qu'on raconte, les dessins, pour le cas des enfants, une façon effectivement de transcender la parole. Nous avons parlé presque continuellement de victimes qui seraient des femmes, mais il y a aussi des garçons qui sont victimes de sévices sexuels. Quelle est la différence de réaction entre garçons et filles face à la violence sexuelle? Alors ça, c'est une question qui est très importante parce que quand on sait quelle est la fréquence des garçons victimes au sein des gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles, les études montrent que plus du tiers des victimes sont en fait des garçons, ce qui est effectivement mal connu et qui souvent reste secret car les garçons se plaignent moins. Alors, ce qui d'ailleurs entraîne peut-être en soi des conséquences sur le plan du devenir des difficultés psychologiques. Alors, les garçons et les filles aussi ont des façons de réagir au traumatisme sexuel qui sont un peu différentes. Par exemple, bon, si on considère le plan émotionnel, sur le plan émotionnel, disons que la réaction, en fin de compte, quoi qu'on en dise, parce que souvent on dit que les garçons sont moins perturbés émotionnellement que les filles traumatisées. Personnellement, ce n'est pas ce que j'ai constaté. Je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence sur ce plan. Mais c'est surtout sur le plan du comportement que les choses diffèrent grandement, en ce que les garçons victimes expriment beaucoup leur souffrance dans des actes. Alors ça peut être des tentatives de suicide, qui sont beaucoup plus fréquentes que chez les filles victimes. Il faut savoir qu'on peut estimer que parmi les garçons victimes, plus de la moitié d'entre eux ont déjà fait une tentative de suicide. Et que parmi eux, plus de la moitié en ont fait 2 ou plusieurs. Donc les tentatives de suicide répétitives chez les garçons victimes est quelque chose de très important. Ils font aussi beaucoup de fugues.
hein, c'est-à-dire qu'ils partent de chez eux. Et ça, c'est un signe qui est très très fort, presque plus fort que les tentatives de suicide. Ils ont beaucoup d'accès de violence aussi. Ils abusent de l'alcool. Ils consomment de la drogue beaucoup plus souvent que ne le font les filles victimes. Et les enquêtes épidémiologiques qu'on a pu mener montraient que parmi les garçons victimes de viol, 1 sur 5, parmi les adolescents, 1 sur 5 avait déjà consommé de l'héroïne. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très très fortes au plan des conduites. Il faut savoir aussi que les garçons sont traités beaucoup moins activement que les filles victimes et que leur malaise, leur souffrance fait que très souvent, ils sortent du système scolaire. Non seulement ils ont des mauvais résultats scolaires, mais ils sortent du système scolaire. Ce qui est quand même très important à noter. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences entre les garçons et les filles? Je crois que le traumatisme, c'est une blessure de l'identité. Et pour une fille, peut-être, une agression physique ou une agression sexuelle, c'est aussi blessant pour l'identité. Mais pour les garçons, la blessure du traumatisme sexuel est plus importante. Est-ce que c'est un petit peu généralisateur de dire que les filles intériorisent et les garçons extériorisent? Oui, apparemment, c'est ce qui se passe. Mais il y a un autre point important. La société doit voir que là, on peut peut-être intervenir et empêcher quelque chose qui va avoir des conséquences considérables. Si on arrive à identifier les jeunes victimes et à les aider suffisamment tôt, bon, c'est vrai que chez les filles, on observe plus de conséquences sur la santé, une forme d'autodestruction, et chez les garçons, une extériorisation de la violence. Et on se rend compte que beaucoup de jeunes hommes violents ont connu ce genre de problème dans leur jeunesse. Alors, il faudra essayer d'identifier le moment, le stade auquel on peut renverser les choses. On a dit qu'il s'agissait d'un problème social majeur, il faut l'analyser, il faut en parler comme du cancer ou du sida, et il faut dépenser de l'argent. Il y a donc bel et bien un lien entre la violence dans la jeunesse et la violence sexuelle. Je crois que ce serait l'occasion d'un tout autre débat, mais vous venez de dire quelque chose sur la société et je voudrais revenir brièvement sur un point, même si vous n'êtes pas beaucoup ça, parce que en fait, on me le demande souvent, chaque fois que j'aborde le sujet, c'est cette histoire de mouvement contre les souvenirs erronés. Beaucoup de gens disent, mais c'est un phénomène de mode, en fait, c'est les thérapeutes qui poussent les patients à dire qu'ils ont été victimes de sévices, etc. Ça existe en Allemagne, ça existe en France. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce mouvement? Est-ce que vous voulez commencer, Madame Fröhling? Oui, effectivement, ce mouvement existe partout. Ça fait partie des mécanismes de défense de la société. Aux États-Unis, on a essayé de voir qui était derrière ce mouvement, qui le soutenait. Évidemment, les coupables, eux aussi, cherchent à se défendre. Ils se regroupent pour essayer de défendre leurs propres intérêts. C'est tout à fait compréhensible. Mais bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, il y a certainement des cas dans lesquels il y a eu des erreurs. Il y a également des thérapeutes qui sont mauvais. Il peut y avoir des erreurs. Mais je crois que vraiment, c'est tout à fait négligeable par rapport à la réalité du problème. Et il faut voir les vrais chiffres, la réalité. Donc, qu'en pensez-vous en France? Est-ce que ce mouvement représente une réalité? Non, oui, non? Moi, je voudrais simplement donner un exemple, parce que ce qui est en cause, c'est est-ce que des souvenirs d'agressions sexuelles peuvent revenir 10 ans ou 15 ans plus tard, alors qu'il y a eu une période où le sujet ne s'en souvenait plus. Moi, je peux dire que c'est quelque chose que je vois très très souvent. Et je dirais pas après thérapie, puisqu'on
certains prétendent que c'est la thérapie qui produirait ça, mais les gens viennent en thérapie parce que le souvenir est revenu. Je pourrais vous citer l'exemple de deux psychologues, deux étudiantes en psychologie qui sont venues me voir d'ailleurs coup sur coup à 15 jours d'intervalle, qui avaient eu un cours à la faculté sur les abus sexuels et qui, à cette occasion, se sont souvenues de l'abus sexuel, du viol qu'elles avaient subi 10 ou 15 ans plus tôt. Et elles sont venues me voir parce qu'il y avait des réminiscences traumatiques douloureuses qui revenaient à ce moment-là. Donc ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas dû à une thérapie, c'est ce qu'on voit, ce qui amène en thérapie. C'est ça qui est fascinant, de voir ce que notre psyché peut faire, à quel point tout ce qui a été refoulé peut soudain ressurgir. Moi, je trouve ça fascinant. Il y a également un problème avec le droit, le système juridique et les délais de prescription. Il y a un délai de prescription de 10 ans. Alors, prenez l'exemple d'une femme qui, à 35 ans, se souvient de ce qui lui est arrivé dans sa jeunesse. Eh bien, elle ne peut plus porter plainte, elle ne peut plus rien faire. Et ce qui est particulièrement grave, à mon avis, c'est que entre 14 et 16 ans, si vous portez plainte, il n'y a pas de délai de prescription. Ou du moins, le délai est différent. J'ai entendu parler d'un cas, c'est une avocate qui me l'a raconté, à propos d'une jeune fille de 20 ans. Elle a été violée plusieurs fois par son père entre l'âge de 7 et de 18 ans. Et maintenant, les juges sont en train de faire un décompte pour savoir sur quelle période porte la prescription et pour quelle période elle peut porter plainte. Alors que le père l'a violée pendant des années et des années sans interruption. C'est complètement fou. On ne peut pas parler que de ces choses qui nous rendent absolument fous, mais malheureusement, nous savons que la thérapie, si on ne peut pas tout régler, malheureusement, on sait par contre que la thérapie offre des solutions, des possibilités de s'en sortir. Je voudrais qu'on dise quelques mots rapidement sur ce qu'on peut faire au niveau de la prévention. Que faire pour que les enfants soient mieux armés, pour que les mères soient plus attentives aux dangers qui guettent leurs enfants, que les enseignants soient également sensibilisés à tout cela? Je crois que, par exemple, aujourd'hui, dans les écoles maternelles, dans les jardins d'enfants, on essaye d'informer les gens. Oui. Bon, il est vrai que on fait beaucoup par rapport à ce qu'il faudrait faire. C'est peut-être très peu, mais effectivement, on voit qu'il y a toute une série d'initiatives qui visent en particulier à mieux armer les enfants. Effectivement, nous disons aux enfants maintenant, tu as le droit de fermer la porte des toilettes quand tu y vas, tu as le droit de refuser qu'on te touche, tu as le droit de raconter à ta mère ce qui t'a paru bizarre. Bon, ça c'est une première chose que l'on peut faire. Et puis d'autre part, il faut bien évidemment sensibiliser les adultes qui sont en charge de ces enfants. Bon, je pense effectivement qu'il y a tout un travail d'information, de sensibilisation à faire, ce qui n'est pas simple, c'est évident. Une émission comme celle de ce soir, évidemment, est très utile. Il y a beaucoup de façons d'agir. Bon, je pense effectivement qu'il faut créer un climat propice. Par exemple, une petite fille trop sage, c'est suspect à la limite. Bon, une fille qui est un garçon manqué, elle a peut-être moins de problèmes qu'une petite fille qui est vraiment toujours trop sage, qui est trop docile, et puis qui, d'autre part, a toujours mal au ventre, qui a mal au cœur, etc., qui a des résultats scolaires très fluctuants. Alors, en tant qu'enseignant, je constate ça. Qu'est-ce que je peux faire après? Je crois que ça dépend du pays. Dans notre pays, aux Pays-Bas, il y a un certain nombre d'assistantes sociales et de médecins auprès desquels on peut déposer plainte, et ce, à titre anonyme. Et ces plaintes sont prises très au sérieux, elles donnent lieu à des enquêtes et le problème est étudié. Donc je crois qu'il y a des organisations sociales qui peuvent se mettre en place pour permettre
permettre justement de canaliser ce genre d'informations. Aux États-Unis, je crois qu'il est obligatoire de déclarer ce genre de crime, et c'est pourquoi souvent les gens préfèrent ne rien voir. Je voudrais peut-être donner un autre exemple. Il y a 2 ans, nous avons créé à Kassel un centre de psychotraumatologie. Et ce sont des bénévoles qui travaillent dans ce centre, des médecins, des psychologues, des thérapeutes. Nous avons un numéro vert. On peut nous appeler et nous parler des traumatismes que l'on peut avoir. Et je dois dire que nous sommes inondés de coups de fil portant sur des questions de sévices sexuels. Alors nous nous rendons dans les hôpitaux, dans les cliniques, nous faisons des conférences, nous nous adressons aux enseignants, nous nous adressons aux aumôniers. Bon, je pense que la première chose à faire, c'est faire de l'information. Ça, c'est tout à fait capital. Et bon, nous avons créé ce centre il y a 2 ans, d'autres nous ont suivis. Il y en a 4 ou 5 actuellement dans notre pays. Et je constate que ce qu'il manque tout d'abord, c'est l'information. Et deuxièmement, je pense que ce qui est important, c'est d'aiguiller vers les centres et vers ceux qui peuvent les aider. Faute de quoi, ils ne se retireront jamais de leur cercle vicieux. Ils se sont ouverts une fois, ils ont fait confiance à quelqu'un qui a mal réagi. Ils vont de nouveau se retirer en eux-mêmes et ils vont retomber malades. Alors cela me paraît vraiment très important, d'aider les gens à trouver le bon endroit où se faire soigner ou se guérir. Je voulais signaler qu'en France avait été mis en place, il y a relativement peu, il y a quelques années à peine, tout un réseau de pôles de référence avec des centres d'accueil de victimes de violences sexuelles qui sont répartis maintenant sur tout le pays, et que c'est vrai que là on a commencé un travail qui est un travail de fond et qui est vraiment très très important, avec une formation des médecins, des intervenants sociaux, et je crois que là on est en train qui a été d'ailleurs élargi aux autres types de maltraitance, et je crois que là on est en train de mettre en place un outil qui pourra être très très utile en France. Je crois que c'est vraiment très important, et pour moi, ça a été un des grands messages de ce débat. On voit que ces enfants veulent parler, qu'ils ne sont pas simplement des enfants dont on a abusé. Les femmes aussi sont des femmes qui sont plus que des victimes. Il y a beaucoup d'autres facettes et ces gens peuvent retrouver une conscience d'eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, je continuerai volontiers à débattre avec vous pendant 2 heures ou plus. Je crois qu'il y aura encore beaucoup de questions à vous poser. J'aimerais écouter vos réponses à toutes ces questions et je suis sûre qu'il en va de même pour ceux qui nous écoutent. Mais le temps tourne. Nous recevrons encore certainement beaucoup de questions, sans doute par courrier électronique. Je vous remercie de votre participation. La leçon à tirer de ce que nous avons vu et entendu ce soir est claire. Être à l'écoute, observer, poser des questions, c'est une question de responsabilité pour nous tous. Et nous devrions aussi réfléchir à la façon dont nous nous comportons avec nos enfants, que nous disons chérir comme la prunelle de nos yeux. Est-ce que nous n'attendons pas trop d'eux, eux qui sont en droit de tout attendre de nous? Rends-moi heureux. Tel est le titre du film de Florian von Stetten. Il nous montre ce qui se passe lorsque nous exploitons l'innocence de nos enfants, lorsque nous les transformons en Lolita, et qu'en plus, cela nous rapporte, comme avec la pub. Les mômes sexy sont branchés, dit l'auteur, mais avec les conséquences que l'on sait.